L'échange avec mes clients, ça me fait toujours vibrer. J'apprécie aussi énormément que de grosses marques m'approchent. Hermès, LVMH, aujourd'hui, pour moi, c'est preuve de réussite. Je pense qu'être un bon patron, c'est ça. Si j'embauche un pâtissier, mais que le mec, c'est un artiste dans le sucre, et à un moment, il va falloir que j'utilise ça et que s'il arrive en retard le matin, il faudra peut-être pas que j'essaye de le faire pointer quand il arrive le matin. Tu vois une limite à l'exigence? Tu ressens comment le fait quand tu vois des gens qui ne t'aiment pas ou qui ne te renvoient pas du positif? Mais est-ce que c'est compliqué d'entreprendre en tant que femme? Tu laisses aucune place à l'émotion à ce moment-là? On a l'impression qu'on essaie de se faire une place dans la société. Est-ce que tu conseillerais à toute personne qui se lance dans le luxe de ne pas communiquer et de faire ça sous le radar? T'as beaucoup saigné les hôtels 5 étoiles, ça t'a saoulé après? C'est quoi? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui passent à côté même de qui ils sont et de leur vie parce qu'on ne leur a pas appris? S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Ça me fait très bizarre de pas avoir de micro. Tu vois, en général, c'est mon référentiel et je joue autour. Mais non, on est dans des magnifiques nouveaux studios que vous allez revoir, j'espère. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur, le privilège, l'enthousiasme de recevoir Jenny, j'ai le droit? Ouais, tu peux. Voilà, l'intro, elle s'appelle Yacine Jenny. Hein. Bon, bah voilà, on y va. Et dédicace, elle se reconnaîtra, la personne qui nous a fait cette intro. Comment ça va, Jenny? Ça va top. Tu viens d'où comme ça, là? Je viens de chez LVMH. Comment ça? Louis Vuitton, Moët & Hennessy. Non, attends, quand tu me dis je viens de chez LVMH, c'est-à-dire... Attends, la ville ou le pourquoi je suis là depuis 3 jours? Ok, non, en fait, j'allais dire, à la base, j'ai eu peur que tu me répondes, bah, je viens du BHV, je t'ai dit, j'ai acheté ma veste. Et je me suis dit, non, attends, non. Le d'où viens-tu, c'est qu'elle ne... Je viens de Monoprix, on s'arrête à la dernière. C'était le dernier stop. C'est une très belle intro, ça va. Ça promet. Non, mais vas-y, raconte-moi, tu ne vis pas en France, on est d'accord? Non, je ne vis plus en France. Alors, depuis combien de temps? Un petit peu, et à cheval quand même pour mon entreprise. Ça fait 4 ans. Okay. 4 ans, et je me suis installée à Cambridge, au nord de Londres. Europe, en l'UE. Ben ouais, il y a pas longtemps. Oh, pas de politique, pas de politique. Bon, on se rend compte, non pas pour parler de ça, non, mais dans le cadre de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, on va parler de bouffe. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu as monté, chère Jenny. Alors, la mesure traiteur. Qu'est-ce que la mesure traiteur? C'est né d'un échec, faut le savoir. Ah, j'adore. Je devais rentrer en collaboration et m'associer avec une personne qui avait déjà monté son traiteur et qui marchait plutôt bien. On faisait quelques collabs ensemble. Okay. Et puis, quand tous les contrats sont arrivés au milieu et l'aspect financier, ça a été, on peut dire, catastrophique et très décevant. Peu de loyauté. Oh, waouh, donc dès qu'il y a eu de l'argent... Ouais, de l'argent et puis bon, plein de choses après. Après, moi, je l'ai compris. Hein, j'ai fait step back et je me suis dit bon, c'est normal. Hein, quand on commence à toucher à certains sujets, il y a des gens qui peuvent revoir un peu leur position, se re-questionner. Et pour moi, ça a été un peu comme la trahison, donc le gros choc, le petit coup de couteau. Et je me suis dit non, mais tu vas te relever. Et puis les copines autour et la famille qui me disaient que j'avais besoin de personne. Et je me suis dit en fait, c'est vrai, t'as besoin de personne. Et donc en une après-midi. Alors, l'idée était là. De toute façon, je faisais déjà de l'événementiel et des dîners privés, des événements corporate, tout ça. Donc, ça existait déjà, mais je voulais cette structure et un peu cette marque pour pouvoir pousser la communication, le marketing. Et donc, en une après-midi de brainstorming constant avec du soleil et de la vitamine D, je me suis dit, avec plein de mots, la mesure. C'est ça, en fait. C'était pas au UK, la vitamine D, si? Non. J'étais pas encore au UK. Tu n'es pas à Paris? Non. Bah, attends, juste raconte-moi, comprendre. Je captais pas ça, mais en fait, t'as fait des spin-offs de ta boîte
parce que tu as déjà fait pas mal d'événementiels. T'étais chez qui? Comment t'es rentré dedans? Est-ce que tu kiffes faire à bouffer? Ok, alors on reprend à zéro. Où est-ce Du que coup, chef à l'époque chez Caspia Réception, chef exécutif, donc beaucoup de création, beaucoup d'encadrement d'événements en binôme avec le chef de production au laboratoire, le chef qui envoyait les événements sur site. Et donc j'ai pu voir tous les axes et toutes les nécessités d'un traiteur. Et la chaîne de prod, tu dirais? Tout, quoi. Même le commercial, comment il travaillait son devis, comment moi j'apportais un peu la touche pour personnaliser, faire les tests clients pour signer des très grosses OP et se dire, oh, non mais là ça plaît pas, il faut que tu switches tout de suite. Il y a pas de problème, la recette on peut la transformer comme ça. On faisait briller, quelques regards pour convaincre les clients. Et je me suis dit, mais en fait, c'est marrant, il y a plein de traiteurs à Paris, mais il y en a pas un seul qui fait du vrai sur-mesure. Ce que je fais en test à chaque fois avec les commerciaux, de transformer un peu une carte qu'on a déjà, mais de légèrement la transformer pour pas brouiller les cuisines et les embêter avec une production qui sort trop des lignes, parce que c'est très particulier la production en laboratoire. Mais il y a quand même des possibilités en fait. Et c'est là, en travaillant avec une agence de com food, que j'ai commencé à personnaliser quelques petits catering. Et en fait, avec le briefing client, j'écoutais et moi, ça fusait tout de suite. Toi, t'étais même pas commercial à ce moment-là, ou si? À ce moment-là, je suis chef privé. C'est quoi, tu coordonnes tout le monde ou alors à ce moment-là, l'agence m'appelle, me dit j'ai une marque de couteaux célèbre qui veut faire un déjeuner pour 20 personnes. Ok, on est où? Est-ce que tu as le lieu? Est-ce que tu veux qu'on recherche le lieu? Donc je rentre vraiment dans la partie event, l'art de la table qu'il faut choisir. Est-ce qu'on a du mobilier, pas de mobilier? Donc il y a toute cette partie-là. Que de la bouffe du tout. Non, c'est pas que de la bouffe. Ensuite, il y a la partie créa food. Donc là, je mets en avant peut-être le couteau à travers un plat qui va nécessiter une certaine découpe et puis le dessert une autre. Donc là, j'ai réfléchi autour du couteau. C'était vraiment un de mes premiers contrats, le couteau. En plus, c'est marrant qu'on en parle. Et ensuite, je viens sur place 6-10 heures en avance pour cuisiner sur place et pour envoyer l'event. Sans cuisine de prod à l'époque. Donc tu bossais avec qui? Tu faisais toute seule. Arrête. Toute seule, mes petits achats, mon dos cassé, la petite valise. C'est pour ça que t'es venue si chargée, ça te manquait en fait. Ouais, c'est ça. Hyper intéressant. On va juste, tu me parles, t'as commencé en gros en me disant que t'as entrepris grâce à l'échec. Ouais. Juste avant ça, c'était quoi entre guillemets l'endroit où t'excellais dans tout ça? Parce qu'il y a la bouffe que tu sers, mais il y a aussi, comme tu dis, comprendre les attentes de tes clients. Je pense que c'est un art aussi de poser les bonnes questions. C'est ça, c'est l'écoute. Qu'est-ce que tu kiffais, toi, ouais? C'est l'écoute. C'est l'écoute et c'est l'histoire, en fait. J'aime vibrer, ressentir quelque chose. Et encore aujourd'hui, j'ai la chance de choisir mes clients. Parce que quand j'écoute un briefing, si ça va pas aussi dans un sens qui me touche, C'est fou l'émotion, ce que tu fais. J'espère. Faut demander aux gens qui mangent. Mais pour moi, ça l'est. C'est-à-dire que chaque veille d'événement, et les gros événements, ça dure 2 jours, je dors pas de la nuit. Et ça continue de fuser parce que je veux que tout s'imbrique dans ma tête et je fais ma petite mise en place dans mon cerveau, quoi. C'est un trac comme quand je montais sur scène, je faisais du théâtre. Attends. Incroyable. Bon, excusez-moi, les amis, je vais quand même demander en off et je vais remettre les pieds dans le plat. Ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans? Non, le traiteur, ça fait combien de temps? Ça fait 9 ans. 9 ans. Et 4 ans, j'ai confondu avec le UK. Combien de chiffres d'affaires? Non, mais je rigole. Dis-moi, c'est quoi les chiffres que tu peux nous donner? Tu bosses avec combien de personnes aujourd'hui? Tu as dit que tu as la chance de choisir tes clients. C'est combien d'events, en tout cas, tous les mois? Alors, les events tous les mois, non. Vends ta boîte. Ouais. Alors, la mesure, sans parler chiffre d'affaires, mais c'est très aléatoire. Ça peut être une brigade de 22 personnes sur un event et une brigade d'1 maître d'hôtel sur un dîner privé. Donc ça, mais c'est une brigade avec laquelle je travaille depuis 9 ans. La même? La même. Ok. Il y a eu des vagues de personnes qui arrivent, qui repartent. Il y a eu le Covid qui a fait partir plein de personnes et qui ont dû changer de carrière. Mais c'est pas des salariés, hein. Si. Attends, je t'interromps, excuse-moi. Quand tu dis 22 personnes, par exemple, c'est pour servir combien de personnes derrière? Rendre compte du ratio. 22, on était à 600, là. Ouais, ok. Là, tu me parles des 3 derniers jours. Ouais. D'où LVMH dont tu parlais. Ouais. Ok. Ensuite, on a la partie cuisine.
Là, c'est une équipe de 22 personnes au quotidien, mais aussi qui sous-traite pour d'autres personnes. Ok. J'ai eu un agent à un moment et puis ça n'a pas duré. Et là, je suis en train plutôt d'axer mes besoins sur la partie marketing. Est-ce que cet échec, moi c'est ça dont je veux parler. En fait, j'essaie de comprendre. Alors, je t'explique. Ce podcast, c'est moi qui vais te projeter toutes mes peurs. D'accord. Ah ouais, on va commencer comme ça. Non, mais je préfère le dire parce qu'à la fin, je connais bien les traumas. Exactement. Et à la fin, les gens me regardent en mode, bah non, Yacine, enfin, arrête de me prendre la tête. Tu stresses pour rien. Je suis en mode, ok, bah merci comment dire, du conseil. Non, en fait, je me demande quand cette personne, en plus, j'imagine que vous aviez de l'affection. J'imagine que c'était une amie. Comment tu fais pour pas toi te remettre en question en te disant en fait c'est moi le problème, jamais j'y arriverai, blablabla. Comment tu te dis en fait non, j'ai les cartes en main, je peux y aller et je suis sûr et certain que ce petit déclic a fait qu'aujourd'hui tu continues à bosser avec des gens même en freelance comme tu dis et avoir les pieds légers. Comment t'as pris confiance en toi en te disant je suis capable toute seule? Comment j'ai pris confiance parce qu'on a tous les capacités de réussir en fait. C'est une question de volonté. Tu le sais depuis toujours, ça? Je pense que je le sais, mais que je ne le mets pas en pratique à chaque fois. Pourquoi tu ne le mettrais pas en pratique si tu sais que tu en as les capacités? Parce que les traumas prennent le dessus à certains moments. Est-ce que... alors, on dit que l'entrepreneuriat, c'est un peu de la folie. En tout cas, au point de vue de la société, déjà, je sais pas si... Ça dépend. En tout cas, en France. Ouais. Un peu moins plébiscité que dans les pays anglo-saxons. Moi, je suis convaincu que la folie, ça vient potentiellement d'un trauma. Que justement, cette folie, moi je la trouve très positive, mais que on fait de quelque chose qui nous a marqué un moteur et quelque chose de fort. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui a eu un déclic au final, mais c'est même... C'était peut-être plus Top Chef, alors le déclic de ce côté-là. Le trauma je pense d'avoir pas été excellente à l'école. Ok. Je détestais l'école. Le trauma... d'avoir 2-3 souvenirs de camarades insupportables et de te dire je vais te prouver que je suis quelqu'un de bien. Les parents très exigeants, des parents qui sont très pudiques et très exigeants. Donc leur dire regardez, j'ai réussi, ou en tout cas je vais réussir, je vais vous montrer que je fais des belles choses. C'est-à-dire qu'au casting de Top Chef, quand ma mère a pris après 6 castings, quand elle a su que j'étais prise et que je l'ai appelée au salon de coiffure à l'époque, quand elle travaillait encore au salon de coiffure, je lui ai dit mais je suis prise. Elle m'a répondu oh là là, peut-être qu'ils avaient pas assez de monde cette année. Voilà. Mais aujourd'hui, j'en rigole parce que c'est ce qui m'a poussée à être exigeante avec moi-même. Ça m'a pas fait mal. Je me suis dit, mais ils seront graves, mes parents. Mais en fait, moi, j'accepte complètement l'éducation qu'on m'a donnée. Ça m'a pris du temps, hein. Mais quand on apprend à se connaître, aujourd'hui, je me dis, c'est ce qui m'a poussée à devenir exigeante et donc je le prends comme ça, c'est tout, c'est pas grave. T'avais des choses à prouver, on est d'accord? Ouais. C'est plus, t'as plus rien à prouver aujourd'hui? On a toujours à prouver. À tes parents, t'as des choses à prouver, toi, aujourd'hui? J'ai des choses à donner, peut-être plus. Parce que dis-moi si je me trompe, mais quand on est enfant, et je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, on cherche l'approbation de nos parents. Ouais. Est-ce que t'as dû terminer le jeu dans ta tête et te dire je suis allé jusqu'au max? Et en fait, je comprends, comme tu dis, ils sont fous, un peu genre, ils sont déconnectés de la réalité, quoi. Je rentre chez Top Chef, ils ont même pas la réaction que tu attendais. Ouais, encore une fois, comment tu te dis, mais bah vas-y, c'est pas grave, je me suis presque planté d'essayer de leur prouver un truc. Ouais. Maintenant, je le fais pour moi. Je crois qu'il y a eu une grosse conversation qui a tout fait basculer dans la famille et où on a vraiment tout lâché. Ok. Et ce jour-là, j'ai vu dans les yeux de mes parents l'amour qu'ils avaient pour moi et je me suis dit en fait, t'es 1000 fois validé, hein. Donc t'as plus qu'à te valider toi-même. En fait, on cherche dans l'environnement et dans les autres des choses qui viennent de l'intérieur. Donc aujourd'hui, quand il y a un problème, je regarde pas autour de moi, je regarde à l'intérieur. Incroyable. Je referme la parenthèse après la prochaine question. T'as une petite fille? J'ai une petite fille. Oh, tout elle comprendra là en plus. Elle comprendra tout. Mais elle m'a dit maman, je veux voir ton travail. Donc elle sera contente, elle pourra voir. Voilà, c'est quoi son nom? Ella. Ella. Hi, dédicace. On dit dédicace en français, je sais même pas comment on dit en anglais. Shout out, je sais pas. Question très difficile. Comment tu fais pour lui retransmettre ton envie de réussir, de créer des choses, d'impacter ce monde et de même d'être bien intérieurement, sans les traumas
que tu as portés de ton enfance? On a tous des traumas. Donc, je les accepte, elle en a, je les vois déjà. Ok. Mais j'essaye... Je ne force rien. C'est-à-dire que on n'élève pas un enfant pour en faire un mini-moi, en fait. Donc, j'essaye vraiment de l'élever en suivant ce qu'elle a envie d'être. Quand t'as accouché, tu t'es dit ça? Juste, ou oui, je le au fur et à mesure? Je le savais parce que j'ai vu beaucoup de choses autour de moi et je me suis dit, je veux vraiment que cette petite personne devienne sa propre personne. Et puis, des fois, on avance dans l'éducation et dans la façon de faire et on commence à faire des bêtises, mais on le sent très vite. Et personnellement, c'est vrai que de temps en temps, je me dis, mais arrête, on est dans un monde de performance. T'as pas besoin de forcer là-dessus. La cuisine, je la prends avec moi, elle a envie, c'est bien. Elle lâche au bout de 5 minutes. Je force pas. Je force rien avec elle. Et c'est le fait que toi, tu continues. En fait, faire, je pense que c'est beaucoup plus fort que dire. C'est-à-dire que le mimétisme des enfants est beaucoup plus fort que les paroles des parents. Les deux, et je me rends compte depuis quelque temps là, à quel point elle mime et à quel point elle absorbe ce que je lui donne. Et du coup, je me dis, oh là, la pression, faut que je fasse attention. En fait, j'ai envie de faire attention à moi, plus que de faire attention à ce que je vais... T'as une responsabilité énorme derrière l'impact de quelqu'un qui est presque naïf et neutre au début. Bon, dédicace. On referme cette parenthèse et je trouve ça hyper intéressant. J'ai l'impression qu'au début, tu me dis quand même que t'as vécu même tes débuts de vie ou peut-être même à l'école de manière anxiogène ou stressée. Tu m'as l'air d'être sereine aujourd'hui. Ouais, on est d'accord? Ça fait grave plaisir. Parle-moi de Top Chef, 30 secondes. Top Chef, très drôle. D'ailleurs, t'as terminé à quel moment? Je crois qu'il en restait... C'était la saison où il commençait à 14 avec tous les anciens. Ok. Et donc, 21, on était 21, puis après on était 14. Et je crois que je pars, il en reste 6 ou 7. D'accord. Je suis soit en 7e position, soit il en reste 6, quelque chose comme ça. Tu sais pourquoi Alors là, c'est bizarre. Pourquoi t'as perdu? Ah bah oui, mais j'ai 1 an de cuisine à l'époque. Okay. C'est-à-dire que quand il m'appelle, je refuse, je raccroche, je dis non. Et je me fais déchirer. Ouais. C'est eux qui m'ont sourcé. Comment t'étais visible sur les réseaux? Je n'ai jamais su. J'ai eu un article dans un journal, un très bon journal. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être ça. Après, je sais pas. Ils m'ont trouvé sur Facebook, ils m'ont recontacté une seconde fois. Et entre-temps, il y avait la meilleure amie qui m'avait engueulé en disant, mais t'es teubé! C'était quand, ça? C'était, alors, c'était la saison 15. Donc, est-ce que non, c'était 2015 et c'était la saison, j'ai honte. Saison 5. Ouais. 2015-2016. 2015, ok. Ouais. C'est juste après que tu montes la mesure? Non, avant, il y a Caspia. D'accord. Ouais. Et ensuite, ça devient... on va fast-forward là-dessus. Bon, déjà, tu as eu de la notoriété dessus, quand même? Alors, ça a été un vrai... Visibilité, ouais. Il y a eu un choix à faire et j'étais très proche d'une agent à l'époque. Une très bonne amie que j'aimerais bien retrouver. C'est perdu, c'est dommage. Et je lui avais dit, mais qu'est-ce que je fais? J'ai 1 tonne de magazines qui vont appeler apparemment. Elle m'a dit, tu vas avoir des mauvais magazines et des bons magazines. Soit tu fais comme telle personne qui a refusé de parler à qui que ce soit, qui aujourd'hui est dans un hôtel Palace. Soit tu acceptes de discuter avec certains magazines. Et donc, j'ai fait le choix d'être entre deux. Mais je pense que je suis sortie volontairement, sans le réaliser à l'époque. Mais je voulais pas être associée aux petits magazines, aux foires. On m'appelait pour des foires pour aller vendre du beurre et du saucisson, quoi. Et je me suis dit, c'était des très gros contrats. C'était franchement hyper tentant. Pour monter, juste avant de monter sa boîte, c'était vraiment tentant. Et je me suis dit, non, en fait, c'est pas du tout ton délire. T'as envie d'être dans la niche, le luxe, raconter une histoire. Donc hyper anti-ami. Ah, c'est drôle. J'étais pas dans le nitrate et les saucissons, ouais. C'était un coup d'opportunité. Et c'est une prise de risque. Ouais. J'aimerais comprendre comment tu t'entoures à ce moment-là d'experts. Tu parles de l'agent, mais même comment tu vois qu'il y a une vraie strate pour surfer ou non sur le buzz créé via l'émission. Je pense que ce qui touche à la qualité fonctionnera toujours. Okay. Je le vois à Cambridge, tout est très qualitatif. Et si on essaye un peu de leurrer le consommateur, ça tombe, quoi. C'est fini, ça meurt. Donc, à partir du moment où on produit de la qualité, on vend de la qualité, peu importe, à partir du moment où on est une personne qualitative, il n'y a pas de raison que ça tourne mal, quoi. Cette agence, c'est elle qui te contacte? C'est toi qui la contacte? C'est une amie, et le hasard fait qu'elle travaille dans cette... En fait, t'as été bien entourée, mais par chance quand même, non? Ouais. Bon, non, mais je pense que... naturellement, les choses se font. Mais par chance, c'est vrai, par l'amitié, ok. Et est-ce que c'est ça, au final, cet entourage était sereine? Moi, je suis, bref, à tous les solopreneurs, toutes les personnes qui pensent qu'on ne peut pas réussir seul. Merci, Jennifer.
T'as kiffé ou pas déjà, juste savoir cette émission, ce concours est-ce que tu te dis, après 1 an de cuisine dans les pâtes, franchement, incroyable ce que j'ai fait, ou est-ce que t'es difficile avec toi et tu te dis que t'aurais dû te préparer un tout petit peu mieux? Je m'arrête jamais sur l'exigence, c'est fatigant. Je commence à prendre soin de moi depuis quelque temps, parce que c'est très difficile quand on devient surtout une chef d'entreprise et puis après une maman, on s'oublie un peu. Et on oublie son identité. Et du coup, on peut vite perdre la main sur tout ce qui nous entoure. Donc là, je reprends un peu la main sur mon identité. Et du coup, je sens que je vais recadrer certaines choses. Tu vois une limite à l'exigence par rapport à ton bonheur aussi? C'est pour ça. Le fait de recadrer, ça englobe le fait que j'ai accepté des choses. Aujourd'hui, j'ai moins de colère, j'ai moins d'exigence. Je le transforme un peu plus en énergie positive, en me disant bon, t'as très bien fait, là, arrête d'en vouloir plus. Les gens sont contents, mais même quand les gens sont contents, moi, je peux ne pas être contente, c'est terrible. Avant juste de rentrer dans la mesure, on va bien rentrer dedans. Tu vas nous parler des clients, tout ça. On va voir ce que tu peux nous dire. Les gens dont tu t'es entouré ou dont tu t'entoures aujourd'hui, beaucoup te ressemblent ou pas? C'est-à-dire, moi, je vois 2 choses. Je mise sur moi, j'ai beaucoup d'ambition, et en même temps, je suis dans un business, on en a dit un petit peu, j'ai même pas l'impression que je sois dans un business de cuisine, mais plus d'émotions, de retranscrire des émotions comme ce que serait de l'art, par exemple. Je pense que j'aime les gens à un point, c'est vraiment ce qui me motive au quotidien. C'est-à-dire de parler avec mes clients, de les entendre, de les rencontrer sur site, de voir la réaction des gens, de me cacher derrière les rideaux de temps en temps pour voir quand ils mangent une pièce. Moi, c'est ça qui me fait vibrer. Après, mon entourage, je trouve qu'il est tellement varié, et ça, on me l'a toujours dit, t'es une meuf 4x4. On te met dans un cocktail. Tu parles à tout le monde, ouais. Ouais, vraiment. Ok, en mode caméléon. Tu sais pourquoi? Tes potes? Ton entourage, tes potes depuis toute petite, en gros, sont avec des profils éclectiques? Ouais. Okay. Mais je sais pas pourquoi. Franchement, personnalité, ouais. T'es attiré par les gens chelous, quoi. Ouais, ça arrive, mais je te jure, j'ai des gens perchés dans mon entourage, mais j'adore. Parce qu'ils ont autre chose à raconter qu'une autre personne qui va être plus dans la noblesse, ou une autre personne qui va être quelqu'un d'un peu paumé dans sa vie. Dans l'entrepreneuriat, je suis sûr que tu rencontres des haters, tu rencontres des gens qui sont pas forcément bienveillants. Toi qui aimes l'humain, tu ressens comment le fait quand tu vois des gens qui ne t'aiment pas ou qui ne te renvoient pas du positif? 3 ans avant, c'était très violent pour moi. Aujourd'hui, ça m'atteint plus. Donc t'es plus sereine. Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a fallu pour être plus sereine? Joe Dispenza. Non, mais il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de clients, c'est quoi? C'est beaucoup de développement personnel, c'est beaucoup de... Ok, donc t'as quand même bossé beaucoup sur toi. Hein. C'est pas juste j'ai fait je sais pas combien de millions et combien de clients. Ok. Bon, raconte-moi avec la mesure, j'ai juste envie de savoir, c'est quoi ton plus gros kiff déjà avec ça? Et ensuite, on va parler de l'ambition. Et ensuite, on va revenir sur les premières étapes. Et ben là, on va faire peut-être... c'est marrant. Mon plus gros kiff, c'est les yeux des gens qui découvrent une de mes pièces et qui l'apprécient. Que ce soit 20 ou 600 personnes comme hier, same shit. Ok. Ah ouais, ça, moi, quand je vois ce petit truc-là, ça, c'est mon top kiff. Ensuite, l'échange avec mes clients, ça me fait toujours vibrer. J'apprécie aussi énormément que de grosses marques m'approchent. Franchement, avant, je disais sans m'en vanter. Bah si, en fait, faut se vanter à un moment. Avoir été approché par Chanel, Hermès, LVMH, aujourd'hui, pour moi, c'est preuve de réussite. Heureusement que t'as pas vendu de saucisson. Hein. Voilà. Non, mais c'est dans ce moment-là qu'on se dit, bah voilà, t'as peut-être raté des gros contrats à l'époque, mais non, en fait, t'as rien raté. Donc ça, c'est beaucoup de fierté, beaucoup de plaisir. Et puis, j'adore l'envoi. Ça aussi, je prends beaucoup de plaisir. C'est quoi l'envoi? Au moment où ça y est, il faut taper dedans, c'est le rush, tout le monde arrive et ce petit coup d'adrénaline, c'est un peu comme un sport extrême, quoi. Est-ce que c'était la chef? Ouais. Ok. Tu peux par moment gérer, c'est quoi le max de personnes que tu as dû gérer en même temps? En cuisine ou en client? Pas en client, plus cuisine et service, quoi. En cuisine, c'est ça, c'est une bonne 20aine de personnes. Ça fait quoi d'avoir 20 personnes? Il y a 2 choses pour moi.
il y a déjà de faire travailler des gens et il y a en même temps, c'est d'être toujours garante de la qualité. T'as confiance en les gens? Jusqu'à un certain point, je connais les limites en fait des personnes qui m'entourent. Je pense qu'être un bon patron, c'est ça, c'est à un moment savoir que si j'embauche un pâtissier, mais que le mec c'est un artiste dans le sucre, et à un moment il va falloir que j'utilise ça, et que s'il arrive en retard le matin, faudra peut-être pas que j'essaye de le faire pointer quand il arrive le matin. C'est reconnaître c'est aussi s'adapter à... on est obligé parce que sinon on va au clash, quoi. Donc t'es pas rigide sur les règles, tu t'adaptes. Ah, c'est intéressant. Et je voulais savoir juste ce truc de quand tu termines un event. J'imagine que ça s'applaudit, ça se tape dans les mains, mais toi, tu ressens quoi quand un événement s'est bien passé et on enlève les clients? Moi, je te parle d'être en cuisine avec tes équipes. Je les remercie toujours. Je suis très fière d'eux. La brigade de maître d'hôtel, pour moi, c'est celle avec qui tu travailles depuis 9 ans? Ouais, c'est plus qu'un bras droit. C'est le premier rapport au client, donc c'est hyper important. Un mauvais maître d'hôtel, ça peut faire tout rater. Moi, le collectif. Le collectif. Je sais pas, tu travailles avec 20 personnes et t'es solopreneuse ou enfin pas auto-entrepreneuse, mais non, mais tu vois, t'es toute seule et je trouve ça drôle. Est-ce que le collectif et le fait que tu travailles avec des gens te permet en fait de rester toute seule au quotidien dans mener ta barque, mais chaque OP, tu bosses avec des gens. En fait, je vais te dire, moi... Pour moi, c'est plus d'exigence pour eux. En revanche, je suis très dure. C'est-à-dire que si tu te loupes, tu sors. Ok. Et ça, c'est arrivé plein de fois. Mais faire rentrer des gens dans le moule et même les faire évoluer, etc. Oui. Ça, c'est un kiff pour toi. Ça, j'adore. Si je sens qu'il y a une envie, qu'il y a une implication de la personne, je donne la chance, j'entoure, j'encadre, je forme. Ça, j'adore. Mais s'il y a une erreur de commise, c'est difficilement réparable. Est-ce que ces équipes, comme tes clients, te donnent l'amour que tu cherchais quand tu étais plus jeune de tes parents? Pas toujours. Les clients, c'est moins évident parce qu'on est dans une prestation de service. Donc, il y a certains clients qui peuvent ne pas reconnaître. Mais en général, on a quand même cette reconnaissance. On touche à la nourriture, on touche à l'affect. Donc, on l'a. Et puis maintenant, je travaille quand même avec des gens. Mais au début, non. Au début, on l'avait pas toujours. Au début, il y avait ce côté un petit peu esclave en cuisine. Ouais, c'était pas très, très agréable. Mais bon, on se dit, c'est les débuts, c'est normal. On se fait un nom. T'as confiance en toi à 100% sur ce job? Sur la mesure traiteur? Ouais. Il y a des zones où tu te dis, t'es pas encore 100% à l'aise. Je me pose vraiment la question. C'est marrant que tu me demandes ça. Est-ce que j'ai confiance en moi? Ouais. Je pense que la mesure, ça atteint un niveau... Alors, pas sur la partie, et c'est là que je me fais gronder par ma meilleure amie, qui a raison, pas sur la partie marketing et commercial. Là-dessus, me mettre en avant, là-dessus, pas du tout confiance. C'est pour ça que je me pose la question, parce que je mélange ça au travail. Mais sur la partie qualitative et l'excellence de mon travail, là-dessus, je sais, je suis fière de ce que je vends. Ouais, donc tu sais très bien que tes clients... mais la confiance en moi, au point de sortir de cuisine, aller dire coucou, ou quand les clients veulent me présenter à d'autres clients, c'est là que il y a un peu plus de timidité. Pourquoi? Je pense que c'est moi, hein, c'est comme mes parents, très pudiques. T'aimes recevoir des compliments? Je n'ai pas l'habitude d'en recevoir. Et qu'est-ce que tu dis quand on t'en donne? Je pense que je rougis. Je pense que je dis rien, que je rougis. Ouais. Alors, si on parle de ma cuisine, déjà, je fais comme une séparation, c'est plus facile, mais si on me fait un compliment personnel, c'est hyper Si un client, il vient et dit, faut absolument que tu rencontres Jennifer, elle est top. On parle pas de ta bouffe, on parle pas de la mesure. Et tu vois, donc ça me touche. Ouais. Ça te touche? Mais t'es gêné ou pas? C'est ça que je vais essayer de comprendre. Je serais pas gênée, là. Non, je serais fière. Je me dirais, voilà, t'es... Ok, donc c'est vraiment ce bouche à oreille. C'est des belles choses. Ça fait 9 ans. Je crois que tu m'as pas trop répondu. Je t'ai balancé plein de questions, mais tu fais combien d'OP dans l'année environ? Ça dépend. On va dire une vingtaine par an. Ok. Ouais. Donc ça fait quoi, 2 par mois, ouais? Avec 2 mois de vacances, ça va. Ça dépend, tu vois, tu peux en faire... Pour nous, par exemple, août, c'est complètement mort. Il y a de la saisonnalité. Voilà, il y a de la saisonnalité. Et puis, des fois, je peux avoir 4 événements en un mois. Un peu hard, ok. Là, tu voyages beaucoup? Je voyage pas mal, mais les événements ont lieu uniquement sur Paris pour le moment. Au UK? Il y en a eu quelques-uns. Ok. Mais on va pas se mentir, les Français sont les meilleurs culinaires en parlant. Je voulais parler des ambitions. C'est quoi la ligne d'arrivée? Est-ce que tu l'as déjà vue? Je la vois et je suis en train donc de la clarifier puisque comme je disais tout à l'heure, je reviens vraiment à une identité
Je suis partie 2 mois et demi en Thaïlande. J'ai eu besoin de vraiment faire le vide et je l'ai fait. Et là, ma fille commence enfin l'école. Donc pour moi, ça veut dire le full time pour moi. Et je l'aime d'amour, mais je voulais vraiment retrouver ce temps-là pour moi. N'écoute pas, do not listen. Et donc là, il va y avoir une vraie prise de décision pour la mesure et j'ai envie de la booster et j'ai une niaque là depuis quelques semaines. Tu la connais l'ambition ou tu te dis juste on a fait des choses super pendant 9 ans? C'est de grossir. C'est de grossir. Est-ce que tu veux créer une boîte qui soit plus grosse que toi? Oui. Alors, c'est la grande question du moment. Je sais pas. Je pense même à proposer à un gros groupe d'acheter des parts. Donc c'est la réflexion du moment. Mais je me dis en fait, est-ce que tu as envie de déléguer, de t'associer? Être seul, ça a été une bonne leçon de vie et ça devrait peut-être le rester. Je sais pas. Mais en tout cas, oui, il faut que je grossisse et parce qu'on fait des très belles choses avec mes équipes et que ça mérite d'être vu et d'être répandu un peu partout, quoi. Es-tu heureuse? Es-tu riche? Non, pas encore. Est-ce que la richesse pourrait être un moteur dans cette ambition de te dire je veux encore créer plus de valeur? Non, je pense que ça serait très sincèrement, ça serait la satisfaction client. C'est-à-dire si je sens que ça plus de clients. Je veux savoir que ça plaise, ça continue de plaire et que ça mérite de continuer à exister, quoi. On va creuser. On peut parler de ta grossesse ou pas? Ouais, bien sûr. Vas-y, je t'en prie. Tu veux boire un petit peu d'eau? Non, ça va. Bah écoute, il me semble que tu as eu ta grossesse en plein Covid, c'est ça? C'est pas forcément de ça dont je veux parler, c'est de la suite. Bah déjà, évidemment, est-ce que je déteste ces questions parce que je suis pas une femme, donc je me sens illégitime de la poser. Mais est-ce que c'est compliqué d'entreprendre en tant que femme, qui plus est quand tu attends un bébé, qui plus est quand le monde est à l'arrêt? Et ensuite, on va parler de juste ce qui s'est passé après, de pourquoi tu as voulu te protéger aussi un petit peu sur cette communication de la grossesse. Est-ce que tu changerais d'avis aujourd'hui? Alors, la grossesse, pas compliquée parce que trop heureuse. Parce que tout va bien. Alors, t'as super bien vécu ça. Ouais, ça s'est bien passé. Après, j'étais un peu seule vu que c'était confinement et qu'effectivement, j'aurais aimé le partager avec ma famille, mes copines, qu'elles touchent mon ventre, petites choses comme ça. Mais globalement, très heureuse. L'après-grossesse, la naissance, on se dit bon, allez, je me donne 2-3 mois et je me remets vraiment sévère au boulot parce que là, le Covid, c'est fini et tout va revenir. Sauf que non, en fait, ça a été impossible. Quand on a un bébé comme ça, alors j'ai été confrontée à un vrai choix. C'était, je retrouve mes clients et je réponds au téléphone, où je vis ce moment comme quelque chose d'unique. Il y en aura un deuxième, il y en aura pas, je sais pas. Et j'ai eu beaucoup d'amis au téléphone à ce moment-là qui m'ont éclairée. Et on me disait d'ailleurs, n'écoute personne, fais-toi ta propre idée. J'ai fait le contraire, j'ai écouté tout le monde, mais je me suis quand même fait ma propre idée. Parce qu'aujourd'hui, tu t'écoutes toi. C'est ce qu'on se disait. Aujourd'hui, je m'écoute moi. Et en fait, j'ai choisi vraiment d'élever ma fille. Et je me suis dit, t'es pas obligé de tout arrêter. Tu peux garder les clients qui te connaissent, avec qui tu travailles très bien. Et tu peux, continuer à t'occuper de ta fille. Mais ils savaient que t'avais une fille, ces clients-là? Oui. Ok. Ouais. Pas tous. Pas tous, il y en a certains qui, il y a eu des nouveaux clients qui m'ont approché et qui n'avaient pas besoin de connaître ça. J'allais te dire, pourquoi parce que c'est perso, mais est-ce que la question se pose pas. T'avais peur ou pas? Tu sais, on se disait même communiquer là-dessus. Si quelqu'un demain apprenait que t'étais en train de t'occuper de ta fille qui vient d'accoucher, est-ce que t'avais peur pour ton business que ce soit mal perçu? Moi déjà sur cette période là que je viens de décrire, c'était très violent pour moi de devoir choisir des contrats. C'est-à-dire que j'avais pas le temps de tous les prendre. Ok. J'avais des propositions qui tombaient en dernière minute. J'étais à Cambridge. L'organisation, les commandes, la gestion de ma fille en même temps, c'était pas possible. Donc ça a été un gros complexe. Ensuite, il y a eu le complexe de si ma fille était dans les parages et que je voulais quand même bosser pendant la sieste. C'était très difficile pour moi de me dire décroche le téléphone et dis qu'il y a un bébé, c'est pas grave et que t'es en reprise à mi-temps et les gens vont comprendre. Et ça m'a pris du temps et j'ai fini par le faire. Ça a changé un peu ça, non, avec le Covid? Les gens comprennent énormément, en fait. C'est assez agréable de voir que, je leur disais des fois, je suis désolée, il y a ma petite assistante qui est derrière, mais je peux quand même décrocher. Et en fait, il y avait un côté humain qui faisait que les gens étaient plutôt réceptifs. Et je trouve ça fit à 100%. Tu mets de toi dedans, tu vends j'allais dire ton âme, peut-être pas, mais tes émotions à travers ta boîte.
Aujourd'hui, j'ai l'impression que est-ce que ce serait encore mieux de presque partager un peu de sa vie privée? Et là, on reboucle peut-être après avec l'aspect marketing et le fait de devoir être plus visible. Est-ce que tu sens que tu dois aussi plus mettre de toi aussi à l'oral pour que ce soit complémentaire avec tout ce que tu proposes? J'aimerais bien aller plus loin avec mes clients. C'est vrai que l'événement, il est tellement ponctuel qu'en général, il y a un gros briefing, il y a beaucoup d'échanges avant qui sont très très professionnels. Mais c'est toujours un plaisir quand certains clients veulent faire durer le plaisir et qu'on est après une presta en pleine conversation ou qu'on se lie d'amitié. Moi, j'adore quand ça débouche sur une amitié, qu'il y ait des synergies qui se créent autour d'un event. Et c'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que oui, ça me plairait. Donc, que ça arrive plus souvent. On peut se faire des potes via du business. Ah oui, complètement. Et via de l'argent. En fait, je dis ça parce qu'à la base, t'as quand même perdu aussi une amie et ton associé à cause de l'argent. Et aujourd'hui, tu t'es lié vraiment d'amitié avec des personnes qui sont de confiance. Complètement. Alors qu'elles t'ont filé des thunes à la base. Ouais. C'est magnifique, ça. Ouais, on peut le faire dans les deux sens. Juste à parler de ta fille, c'est une mini-parenthèse, j'ai là. Tu décèles quoi comme potentiel chez elle? Oh mon Dieu. Ça va être une rockstar, ma fille. Elle a beaucoup de confiance en elle. Elle a une personnalité. Je pensais que j'allais faire une petite brunette un peu calme, mais en fait, non, le père est feu, la mère est feu aussi, donc. Elle, jamais je lui parlerai de féminisme ou quoi, il n'y a même pas besoin. Non, mais en fait, c'est ma posture. C'est comme moi quand on me dit ça va, femme en cuisine. Bah oui, mais alors, j'ai jamais eu ce sentiment d'être face à l'homme, impressionné. T'as déjà eu des mecs dans ta brigade qui t'ont regardé bizarrement? Bien sûr, il y a eu des guerres. Ah ouais? Ouais, en tant qu'employée, en tant que patronne. Ouais. C'est logique pour toi, ça, ou c'est triste? Je m'en fous. Tu t'en fous. Ah ouais, en fait, l'objectif final est 10 fois plus important que ce que... Ah, c'est intéressant, ça. Et est-ce que par moment, tu culpabilises? Parce que j'ai l'impression que t'es quand même quelqu'un de gentil, même si tu peux être dur. D'être dur avec quelqu'un? Ouais. Non, parce que je suis juste. Ça, je le tiens de ma mère. D'accord. Et quand je gronde, c'est qu'il y a quelque chose de juste. Et quand tu grondes et quand t'es dans le travail, tu laisses aucune place à l'émotion à ce moment-là? Ah si, je suis moi en cuisine, il y a le chef et je le vois avec mes brigades, on décode en cuisine. Le boulot, c'est le boulot. Donc il y a toujours un petit œil à droite qui regarde si tout le monde fait bien son boulot. Mais j'adore blaguer pendant le boulot et être complètement moi, quoi, 100% moi. T'as dû apprendre ça? Non. Même à exprimer tes émotions de la bonne manière, etc. Je dis non, mais en tant qu'employé, si. C'est-à-dire que je filtrais pas. Je me suis dit, oulala, bêtise. Ça a créé des situations un peu complexes. Et je me suis dit, il faut que tu filtres. Et en fait, je me suis dit, non. C'est pas du filtre, en fait. C'est juste de la maturité dans ta façon de te comporter. Donc, je filtre pas, mais l'expérience et la maturité font que... T'étais salarié chez qui avant? Il y a eu Daloyau, Casper Réception. D'accord. T'as eu des boss qui t'ont inspiré de ouf, toi, là-bas? Mince. Mes parents. Okay. C'est les plus beaux patrons. Ouais. J'ai une question toute bête. J'essaie de comprendre quand on commence sa carrière, on a l'impression qu'on essaie de se faire une place dans la société. Et j'ai aussi le sentiment que le plus important pour apprendre, c'est d'être inspiré par ton supérieur, ou pas forcément, mais quelqu'un avec qui tu travailles. J'ai le sentiment qu'il faut côtoyer beaucoup de personnes pour au bout d'un moment se dire, bon, en fait, clairement, je peux monter mon truc. Est-ce que tu confirmes ça ou pas? Ou est-ce que toi, c'est vraiment dû à tes parents et pas forcément au monde professionnel? Je pense que c'est le moment clé entre la confiance en soi. Ouais. C'est une question de synchronicité, en fait. Donc avec Top Chef, avec... Ouais, c'était... La maturité de l'éducation que tu as eue de tes parents, j'imagine. Ouais, le coup de pied aux fesses, de peut-être l'échec à un moment où je me suis dit, allez, bouge. Bouge, et puis t'as besoin de personne. Et puis en fait, j'avais l'impression de donner mon talent à une société. Et là, c'était clairement c'était la partie financière qui m'intéressait à l'époque. Je me disais, mais en fait, tu vends tes trucs comme ça, alors que si c'était ta boîte, bah le chiffre, ça serait que pour toi, quoi. C'est ça qui m'a motivée au départ. En combien de temps t'as rattrapé ton salaire que t'as quitté? Je pense la première année. La première année? Ouais. Ok. Non, parce qu'il y avait eu Non, j'ai été auto-entrepreneur d'abord. Donc t'as SASU ou t'as SAS? Non, et puis j'étais une super bonne employée, je dis des bêtises. J'étais très bonne employée quand je suis partie en plus. Non, j'avais mis de côté. Peut-être 2 ans.
Ok, quand même. Ouais, Tu avais mis de côté, donc ça veut dire que tu as investi beaucoup d'argent dans la mesure? Zéro. Parce que c'est Bon, ton alors, savoir zéro. et les matières premières, quoi. Oui, bon, après, j'ai acheté des bains-maries, j'ai acheté des plaques et des couteaux et un peu de matériel. Mais pas de gros investissements. J'ai pas eu besoin d'une cuisine de prod puisque je cuisinais chez les gens. Donc, pas beaucoup de choses. Je crois qu'on dit tu as un besoin en fonds de roulement négatif. Est-ce qu'on est d'accord que quand tu chopes ton client, il te paye et avance les frais et c'est ensuite... Non, ok. Seulement. On a des méchants clients qui nous payent à 60 jours. Bon, c'est quoi la vraie pratique? Tu dois avancer des frais et payer tes brigades après, et t'es payé post-event? Sur des gros events, on fait des demandes d'acompte, on est obligé. Ok. Et les maîtres d'hôtel sont toujours ceux qui sont payés en premier. Donc, comment tu gères ces petits trous de trésor par moment? Jamais eu. Je tâche du bois. Non, mais ça veut dire que c'est de la trésor de la mesure que tu gardes toujours parce que tu dois pouvoir les rémunérer tes équipes. Ok. Mais ça, t'as toujours réussi à avoir un petit coussin. Ok. Ouais, non, mais ok. C'est très mesuré quand même, ton risque. Mais c'est top. C'est très mesuré. Comment on va chercher des clients quand on communique pas? Notamment dans le luxe. Et est-ce que d'ailleurs, est-ce que tu conseillerais à toute personne qui se lance dans le luxe de ne pas communiquer et de faire ça sous le radar? Under the radar. Je trouve que je suis honorée, en fait. Parce que c'est que le bouche à oreille qui fait que je gagne des contrats. Donc, c'est beau. Tu dois même refuser par moment. Voilà. Plus de bande passante, quoi. Ok. Maintenant, c'est bête. Parce que je stagne. Donc, il y a un moment, effectivement, il faut, et c'est le but de cette année, là, c'est de développer des nouvelles choses, j'ai envie de pousser encore plus la mesure, d'aller définir des cartes de boissons un peu originales. Moi, je suis vraiment dans le produit. C'est ça qui m'intéresse. C'est finir minute mes pièces cocktails et tout ce qu'on produit est pré-produit en cuisine de production pour gagner du temps, mais tout est fini sur place chez le client. Donc ça, c'est le fil conducteur, ça bougera pas. Mais après, j'ai envie de travailler plein de petites offres additionnelles, la tenue vestimentaire des maîtres d'hôtel, toutes ces petites choses-là, une carte des vins. Donc c'est l'objectif de l'année à venir. Tu stagnes depuis combien de temps? L'après-grossesse. Et après. T'as pas de regrets pour autant? Non. Il y a eu une super belle reprise juste après le Covid, et puis après, il y a eu ce choix d'éduquer ma fille. Donc il y a eu 2 ans où j'ai, voilà. Pris ton temps. Mais non, mais c'est très bien. Et je pense que c'est aussi ces 2 ans qui te permettent de repartir. Et d'ailleurs, pendant ces 2 ans, ce moment où tu t'es beaucoup découverte aussi, t'as appris à t'écouter? Je me suis perdue, mais pour mieux me retrouver. C'est marrant, c'est la première fois que je le dis et c'est exactement ça. Mais pour rien au monde, je ne changerais ce qui s'est passé parce que j'ai vu ma fille. Et je lui ai transmis aussi, donc sans regret. Okay. Et puis la suite arrivera, quoi. C'est la vie. J'adore ta sérénité. Je suis en train de perdre ma question, mais non, on parlait des clients. Oui, je vais juste reposer cette question. J'ai compris que, en tout cas, j'allais me tromper le nom d'émission. Post-Top Chef. Post-Top Chef, tu t'es quand même posé la question de est-ce que je surfe sur la vague? Aujourd'hui, on est en 2025. Est-ce qu'on doit se lancer? Est-ce que quelqu'un, alors on va vraiment parler, tu sais quoi, on va rester dans du traiteur parce que c'est vraiment ton milieu. Mais moi, de manière générale, si on veut s'adresser à du luxe, est-ce qu'il faut ne pas communiquer sur les réseaux et juste aller chercher 1 ou 2 bons contacts? Parce qu'en effet, la bonne strat, c'est que si ça marche, du bouche à oreille, c'est un petit milieu. Ou à l'inverse, est-ce que tu dirais il faut bombarder sur les réseaux pour que vous soyez connus avec une belle DA? C'est pas que les réseaux. La communication, elle passe pas que par les réseaux, mais il y a certainement une stratégie et ça, je pense que pour le coup, je vais investir et payer une personne pour le faire. Ok. Ça plus. Voilà. Mais le luxe, non, il faut pas s'empêcher de communiquer. Après, moi, encore une fois, j'ai beaucoup de mal à me mettre en avant et à me vendre. La seule raison pour laquelle je prendrais un commercial, c'est pour qu'il me vende. C'est pour ça que j'ai pris un agent à un moment parce que tout le monde me disait, mais c'est du gâchis. Je devrais être au top du top du top, mais je leur dis, mais je suis au top. Mes clients sont top. Non, mais tu pourrais être encore plus haut, plus loin. Donc c'est ça l'objectif à travers de la communication et du marketing demain. Mais t'as quand même réussi, faisant pas grand-chose en termes de com, à valider les choses. Mais en fait, tu sais pas si c'est vraiment un conseil à recommander. Toi, c'était à l'instant T. Pour moi, c'était pas de la stratégie. Ok. C'était vraiment juste. C'était du gut feeling, en fait. Ouais. Ce avec quoi t'étais. C'est intéressant, ça. Est-ce que t'as fait des choses avec lesquelles tu t'es fait de violence, mais parce que c'était nécessaire et pour autant t'aimais pas le faire? Allez, balance. Le selfie.
Les selfies. Et il m'en faut 32 avant qu'il y en ait un. Ah bah non, mais finalement, on va en refaire 54. Oh, mais j'aime pas du tout. C'est horrible pour moi, selfie, communiquer sur moi, me mettre en avant, c'est terrible. Ok, mais tu le fais quand même beaucoup là récemment? Pas du tout. Non. Mais bon, il y en a eu faire. quelques-uns, poster des photos de moi. Ok, et à part ça, il n'y a rien dans toutes tes OP. Même, tu vois, ne serait-ce que... Je pense que tu adores entendre un brief client. Par contre, ouais, en fait, non, t'es jamais allé toquer à la porte d'un client, toi. T'as jamais essayé de te vendre. Les gens, ils viennent, ils sont déjà presque convaincus. Ouais. Donc, t'as une posture d'experte, mais t'essayes jamais de convaincre. Non. Et ça marche. Ouais, grave. T'as déjà perdu un client? J'ai déjà perdu un client pour des circonstances tant, mais pas pour la qualité. T'as déjà pris des clients avec qui tu fitais pas et tu t'es juré de plus jamais rebosser avec? Bien sûr. Au tout début. Tes valeurs humaines, ok. Ouais. C'est quoi les red flags que tu n'avais pas vus ou pas voulu écouter à cette époque-là et qu'aujourd'hui, c'est clair, net et précis? Le respect qu'on peut ressentir en quelques minutes au téléphone. Ok. Oui, on veut quand même, on vend une prestation de service, mais... C'est intéressant parce que dans le luxe, on a quand même l'impression notamment que le client... Pas dans le vrai luxe. Le vrai luxe, on dit que les plus riches, tu sais, sont ceux qui montrent le moins. Et que c'est vraiment ça, tu confirmes? C'est vraiment ça. C'est des gens qui, en réalité, sont simples? C'est plus que simple. C'est reconnaissant. J'ai fait un catering pour une boutique de luxe. Ouais. On va taire la marque, mais très grosse boutique de luxe. Et pour avoir fait la boutique et avoir servi la haute couture dans des salons privés pour 12 personnes qui faisaient des commandes à plus d'1 million ce jour-là, pour chacune des personnes. Ouais, j'ai compris. On reçoit le meilleur accueil à ce moment-là. Les gens nous félicitent, veulent parler avec nous, ils prennent le temps. Alors que est-ce que c'est les nouvelles toutes petites stars qui prennent la grosse tête par moment? Moi, j'ai du mal à comprendre. Ouais. Ouais. Après, c'est le monde d'aujourd'hui, hein, mais exactement. Je crois que ça y est, je dois être ancienne génération. Aïe, boumeuse. On n'a pas parlé d'âge. On parle pas d'âge. T'inquiète. C'est un chiffre que je peux évoquer. Ça me dérange pas. Mince, attends, je suis encore en train de perdre ma question. Attends, qu'est-ce qu'on disait? On parlait des clients. Du luxe, de l'élégance. Oui, je voulais savoir, déjà, comment tu définis le luxe? Et est-ce que le luxe est forcément lié à l'argent? Oh non. Non, le luxe, pour moi, c'est pas l'argent, c'est s'approcher de la perfection, c'est un savoir-faire, un savoir-être. Ouais. C'est marrant parce que du coup, je renvoie une question. Moi, je me posais une question la dernière fois, je me disais pourquoi on est snob dans un restaurant gastronomique? Moi, la plus belle expérience que j'ai eue dans un resto gastro, c'est Tickets à Barcelone. C'est des gens, c'est un groom c'est un mec qui est habillé en tenue de cirque qui nous accueille. Il y a un décor complètement dingue. Les serveurs nous parlent vraiment à la cool. Ils sont tous déguisés et l'architecture est très bien pensée. Hein. C'est pas juste un peu de touche de folie. Mais l'expérience globale, elle est hyper agréable et décomplexée. Okay. Et pour moi, ça ça peut s'associer au luxe. Ça rend la bouffe encore meilleure, ça, selon toi? Ouais, parce qu'on a envie d'être décontracté quand on mange. Toi, tu trouves que dans la vie de tous les jours, t'es quelqu'un du luxe? Non. Je le comprends et je l'aborde et je l'apprécie. Je le traite, ouais. Mais j'aime autant et même plus l'authenticité, la simplicité. La street. Ouais. Mais ouais, c'est ça qui est bon. Enfin, j'arrête pas de saouler mon mec. Il dit, je veux faire du camping avec une tente et mon petit réchaud, je veux qu'on le fasse. Alors que lui, il t'entend dire tous les jours que tu veux être de plus en plus riche. Donc, il se dit, on va aller dans des hôtels 5 étoiles hyper intéressants. Tu vas dans ces hôtels 5 étoiles ou du coup, t'es plutôt camping? Aujourd'hui, tu dis ça. T'as beaucoup saigné les hôtels 5 étoiles, ça t'a saoulé après? C'est quoi? Non, là, par exemple, on est parti 2 mois en Thaïlande. Il y a eu vraiment un mix de tout, quoi. Okay. La petite cabane, l'hôtel un peu sympa, la villa avec la piscine, après en retournant le petit hôtel tout pourri. Et j'aime bien faire les deux. On est plus proche des gens, plus proche de la réalité, je trouve. Tu ramènes le travail à la maison? Ouais. Ton conjoint ou ton mec, il t'apporte quoi? De la sérénité. Il cadre vachement bien quand il peut y avoir un pic de stress. Il va m'aider à cadrer la situation. Il est très clairvoyant pour ça. Et ouais, cette sérénité, c'est un sage.
Mais il te donne pas confiance en toi parce que t'en as déjà assez. Tu le sais, ça? Il pourrait, mais je vais pas chercher ça en lui. Mais je suis curieux de savoir, tu peux nous donner un exemple d'une conversation que tu as avec lui, bon, sans rentrer dans les détails, mais quand tu parles de sérénité, est-ce que c'est parce que tu es créatif, que tu as plein de choses dans ta tête et qu'en fait l'exercice que tu dois faire, c'est parler avec lui et tu vois, te vider la tête et lui, il l'ordonne pour toi? C'est quoi exactement? Bon, moi j'ai grave ça par moment, c'est pour ça. Ouais. Non, ouais, ça va être parler d'une complexité dans une situation, le rapport à la personne, ne pas vouloir vexer peut-être certaines personnes et quand même traiter d'un dossier. Et dans le dossier, il va y avoir plein de choses. Il va y avoir les choix, la finance. Et dans ce cas-là, il va venir un petit peu découper la situation et me... Faire des layers. Ouais, c'est mon chat GPT à moi. Non, mais moi, je fais une grande dédicace à ma sœur parce que justement, il y a des moments, je lui dis, écoute, faut qu'on se voit. Laisse-moi parler. Et en fait, en parlant, tu sais, je me fais limite mes réponses à moi-même. Tu mais fais ton autopsie. C'est hyper dur. Je sais pas ce que est-ce que ça t'arrive, ça, par moment, de juste devoir parler à voix haute avec des gens? Parce que j'ai pas encore, moi, cette faculté de faire ce ping-pong intellectuel avec moi-même. C'est mon énergéticienne qui m'a dit la dernière fois, des fois, tu lui dis juste, chérie, t'es pas une fille, je le sais, mais je veux juste que tu m'écoutes parler. Elle m'a dit, parce que les mecs, ils savent pas faire. Mais tu lui dis, j'ai juste besoin de ma copine, là, et tu me laisses parler. Je me dis, c'est pas bête. C'est sous-côté, l'écoute? Ouais, je pense surtout dans un couple. On peut oublier à certains moments, on n'a pas le temps. Quand dans la famille. Ouais. Tu dirais que... Dans la famille, non, on est des gros bavards, on adore parler. Attends, c'est pas pareil, hein. Moi, quand je dis écoute, c'est aussi essayer de comprendre. C'est vrai qu'on parle, est-ce qu'on écoute? Ouais, exactement. On entend, on parle. Ouais. Et est-ce que tes parents, tu trouves, toi, t'ont écouté avant tes 18 ans ou bien, quand je dis écouter, c'est cerner ce que tu voulais, qui tu étais, tes envies? Encore une fois, cette conversation dont je parlais tout à l'heure, qui est un vrai déclic, fait qu'aujourd'hui, quand je parle à mes parents, je sais qu'ils m'écoutent. Tu peux juste nous donner un tips pour des familles où il y a beaucoup de pudeur, des enfants qui peuvent mal le vivre, même quand on a 40, 50 ans, il n'y a pas d'âge. Comment on peut provoquer une conversation comme ça qui soit bienveillante pour tout le monde, même si elle peut être dure? Comment on fait, en fait? Pour recevoir de l'écoute? Ouais, pour le provoquer et pour expliquer même à des parents que t'en avais besoin, j'ai le sentiment, qu'ils le prennent pas mal. Comment tu fais pour pas leur faire de reproches, quoi, aussi, tu vois? Je pense que c'est de commencer avec de l'amour et un message de bienveillance. Je pense que si on arrive avec des énergies positives dans la conversation, on peut pas se prendre un boomerang de haine. Et si ça arrive, faut juste l'éviter. Et il faut continuer. Donc toi, faut persévérer. Tu vas recevoir ce que tu renvoies et si tu arrives avec patte blanche, 100%. On va te le renvoyer. C'est comme une balle de tennis. Faut les éviter en permanence. Et au bout d'un moment, la personne, elle se lasse et elle n'envoie plus la balle. Tu aurais pu faire cette conversation plus tôt? J'aurais pas eu la même conversation il y a 3 ans. C'est sûr. Tu l'aurais pas, ok. Ça aurait été très différent. Ok. Ouais. T'as aucun regret ou remords dans ta vie? Je suis pas comme ça. Parce que tu te dis que tout est lié, quoi. Ouais, et puis s'il y a un moment où on est un peu moins fier, pour moi, ça booste la suite. C'est bien. Je voulais poser une question parce que ce podcast s'appelle Dans la tête d'un ou d'une CEO. Est-ce que tu te considères CEO ou entrepreneur avec un E? Est-ce que tu mettrais une différence? Je te rassure, c'est très... Ah ouais, non, toi, Zéro différence. Ok. Ouais. Est-ce que tu pourrais être CEO ou entrepreneur ou une autre boîte que La Mesure? Bien sûr. Est-ce que tu as des idées? Que tu veux en parler? On peut en parler. Allez! Qu'est-ce qui t'intéresse? Mon new dream qui m'obsède, c'est l'hôtellerie. Oh, ok. Je sais déjà pourquoi. Pour moi, l'expérience de l'hôtellerie, elle passe par plein de petites choses. Et pour aimer voyager, chaque fois que je touche à ces petites choses, je voudrais un jour les exprimer à travers mon propre hôtel. Ouais. Et Cambridge a une vraie capacité. Vraiment, je veux investir là-dedans et je veux proposer forcément un petit déj extraordinaire qui change la journée et les repas qui viennent magnifier l'expérience de l'hôtellerie. Juste dans l'expérience de l'hôtellerie, le repas, c'est quoi? 10%? Et le reste, il y a beaucoup d'autres choses ou c'est énormément pour toi? Parce que je pense qu'il y a tellement d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Pour moi, l'éclairage dans une chambre. Je vais te dire l'architecture, le design d'intérieur. Les petits tips qu'on peut donner à ses clients pour savoir où aller, que faire.
Ok, donc c'est une expérience de A à Z pour toi. J'aimerais changer l'expérience de l'hôtellerie, ouais. C'est drôle, je termine là-dessus vraiment, mais vraiment, t'es plus amoureuse de l'humain que de la bouffe, quoi. C'est possible. T'es gourmande? Ouais. Ouais? T'as déjeuné quoi? Mais non, mais ça, c'est le comble. C'est parce que je travaille. Je sais que je vais pas manger. Moi non plus, mais écoutez... Non, mangez les amis quand même, c'est bien. Moi, je vais manger un bout après. Je vais terminer avec mes petites questions du tac au tac. Je vois qu'il est 55, il doit me rester quelques minutes. Bon, je te les ai déjà posées, mais je vais quand même le refaire, ça me fera un beau reel. Sur l'échelle de 1 à 10, à quel point tu te considères heureuse au quotidien? 7,5? Sur l'échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche au quotidien? 7. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job de maman est dur au quotidien? 10. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job entrepreneuse est dur au quotidien? 22. Ok. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job de maman t'apporte du sens dans ta vie? Oh, belle question. 8, 9, 10, 10, parce que ça, c'est lié maintenant, tout est lié, ouais. Donc toujours de la corrélation entre de la sueur et du plaisir. Et sur une échelle de 1 à 10, à quel point ce même quotidien d'entrepreneur, toi, t'apporte du sens dans ta vie perso? Là, depuis quelques temps, il y a eu un 6 et on remonte la moyenne là tout doucement, ça y est, ça re-rentre dans ma vie. Donc on va arriver à 10? On va arriver à 10, ouais. C'est le but? Tu penses c'est que le but. C'est ce que tu diras à ta fille, qu'il est important qu'elle fasse quelque chose, évidemment, de sa vie qui lui permette de vivre financièrement, mais qui la rende heureuse avant tout? Ouais. C'est elle qui me l'a dit. C'est-à-dire que quand je lui ai demandé si elle voulait faire comme papa ou comme maman chef, elle m'a regardé, elle m'a dit quelque chose que j'aime, et elle avait 2 ans et demi. Je me suis dit, bon, bah voilà. Il fait quoi, papa? Développement immobilier. Ok. Construction. Ouais, mais il y a un aspect un peu entrepreneurial, commercial. Et il y a les mains surtout, pour les deux. Il y a, ouais. Il est manuel aussi? Il est manuel. Ok, il va sur les chantiers et tout. Ouais. C'est ma vraie dernière question. Je pense que c'est une des questions que j'aime le plus. Et en fait, non, ça va être mon avant-dernière question, parce que là, pour ma prochaine boîte, je vais te poser 7 dernières questions. Mon avant-dernière question que j'aime beaucoup, c'est quoi la matière que tu aimerais que Ella, mais comme tous les enfants, en tout cas en France, aient en primaire? Mais 1000 fois, j'ai la réponse. 1000 fois quoi? 1000 fois, j'ai une réponse à te donner. De la psychologie, du développement personnel, de tout ça, quoi. C'est hyper important. Être conscient de l'inconscient. Des cours de super conscience, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui passent à côté même de qui ils sont et de leur vie parce qu'on ne leur a pas appris? Ouais, je pense que, comme on le disait en début de conversation, on a tous des traumas, mais il faut apprendre à les gérer. Et je trouve ça dommage que simplement à cause d'une estime de soi ou un manque de confiance, on puisse, je vais le dire et c'est dur, on puisse rater sa vie. Bien sûr. Ouais. Je trouve ça magnifique, mais oui, je trouve que aussi les émotions, on n'en parle pas assez. Et qu'on devrait apprendre. Et ça, c'est promis ma dernière question. Et je le remets parce que je m'en fiche et que je le dis maintenant. Mais je vais monter une boîte qui va s'appeler Héritage. Bon, tu le sais déjà. J'adore et j'en veux un peu à la société, mais je suis admiratif des personnes comme toi qui continuent à rêver, à oser et à créer. J'aimerais savoir, toi, et c'est vraiment le mot de la fin, mais c'est quoi le conseil que tu pourrais adresser à moi en premier, mais aussi à notre audience pour continuer à rêver, oser et créer? Écoute-toi, écoute tes tripes. C'est dur de les entendre, mais il faut faut travailler sur soi-même pour apprendre à se connaître. Et une fois qu'on est sûr, on n'est jamais sûr, mais en tout cas, une fois qu'on sent les choses, faut pas hésiter à aller dans cette direction-là. Donc être en accord avec son gut feeling, l'écouter. Ouais. Ok, c'est beau. Et si on n'est pas heureux, si on n'est pas 10 sur 10, faut se demander, si on a 8 sur 10, pourquoi 2 en fait? Mais je crois que la première étape, c'est de le demander déjà. Ouais. De se prendre sa météo intérieure. C'est drôle parce qu'on fait que parler d'entrepreneuriat, mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'entrepreneuriat sans parler d'humain? Non. Et même de psychologie au final. Toute personne qui monte sa boîte, je pense qu'elle y met ses tripes. C'est sûr. Protégez-vous quand même, mais faites-le avec beaucoup d'envie. Un grand merci, Jennifer. Merci à toi, c'était très merci à Ella.
dont on a beaucoup parlé, et à ton mari, ou ton conjoint, pardon. Je voudrais juste dire une chose, moi, à toutes les personnes qui nous regardent, déjà un grand merci de rester toujours fidèles à ce podcast. Et merde à toutes les personnes qui peuvent douter. Parce que moi, je sais que ce podcast, tu vois, je t'en parlerai après, mais moi, j'ai douté toute ma matinée. Et tu me redonnes beaucoup d'énergie et de confiance en me disant, t'as rien à perdre. Et ça me fait kiffer. Tu me fais kiffer en retour. Merci pour tout. Merci à toi. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.